Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour le 19h30 de la chaîne citoyenne. 11 août 1960, 11 août 2025, le Tchad célèbre ses 65 ans d'indépendance, une date qui résonne dans notre mémoire collective et qui nous invite à réfléchir sur notre passé, sur notre présent, mais aussi sur notre avenir. Pour en parler, nous recevons ce soir Baïdessou Soukolgué, analyste politique, et c'est lui notre invité. Bonsoir, monsieur Baïdessou. Bonsoir, cher Emmanuel. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Alors, tout à l'heure, nous allons revenir à vous, le temps de dérouler le journal, et nous allons reparler sur quelques aspects de l'actualité politique du Tchad. Très bien. Le journal, c'est tout de suite. À l'occasion de sa déclaration à la nation à la veille du 65e anniversaire de l'indépendance du Tchad, le président de la République s'est longuement appesanti sur la lutte contre la corruption qui sera sans répit. Pour beaucoup d'observateurs, le discours ne suffit pas. Il faut que les détourneurs des deniers publics soient traqués partout pour permettre au Tchad, au pays, d'amorcer son décollage économique. C'est l'objet de l'éditorial de ce lundi 11 août 1960. Je vous invite à suivre. Le président de la République, dans son traditionnel message à la nation, est revenu longuement sur la lutte contre le phénomène de la corruption qui prend une proportion très inquiétante dans le pays. Ce phénomène qui gangrène toute l'administration publique doit être dessouché. Une lutte sans merci doit être engagée contre les auteurs, co-auteurs et les complices qui écument tous les services générateurs de recettes de l'État. Des moyens colossaux seront déployés pour juguler cette corruption qui met à mal le tissu économique du pays. Pour les observateurs, le chef de l'État doit donner carte blanche à la structure qu'il a lui-même portée sur les fonds baptismaux après la dissolution de l'inspection générale et contrôle d'État réclamé à corps et à cri lors du dialogue national inclusif et souverain. Pour beaucoup de Tchadiens, cette structure avait permis en son temps à des individus pour se régler les comptes et surtout se lécher les babines, et le phénomène a continué son chemin de plus belle. En mettant en place l'autorité indépendante de lutte contre la corruption et en nommant à sa tête un magistrat intègre comme Youssouf Tom, l'espoir était permis qu'on allait enfin mettre hors d'état de nuire les pilleurs de la République. Ceux-là qui ont mis à sac l'économie nationale sans être inquiétés, puisque la plupart sont connus. Ils appartiennent au sérail du pouvoir. Et malheureusement, c'est au moment où les actions de M. Youssouf Tom ont commencé à donner des résultats concluants qu'on a décidé de le bombarder ministre de la Justice, au grand étonnement de plus d'un Tchadien. Et cela au grand étonnement de tous les citoyens. Cette promotion n'était pas du goût de tout le monde. Il y a eu moult spéculations autour de son départ. Il a été remplacé par un autre cadre très compétent et rigoureux selon plusieurs témoignages. Ce dernier avait également une volonté réelle de traquer ces bandits au col blanc, mais son chemin serait semé sérieusement d'embûches au point où il risque un jour de rendre le tablier. Il serait intéressant qu'on appuie le patron de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption à atteindre les objectifs de sa mission. On ne devrait pas le freiner de quatre fers. À entendre le chef de l'État, l'heure est grave. Elle n'est plus au discours, mais à l'action. Donc, il doit apporter tout son soutien à M. Diougou pour tordre le cou à ces voleurs de la République qui ont mis en coupe régler les finances publiques. Le peuple attend à ce que le président de la République livre certains de ses proches collaborateurs qui se seraient trempés dans les détournements de deniers publics à la justice. Le discours, l'on en a assez entendu. Il faut des actes forts pour enrayer ces phénomènes qui persistent et freinent le développement du pays. Comme dirait quelqu'un au grand mot, de grands remèdes. La place de la nation a servi de cadre pour la commémoration des 65 ans d'accession du Tchad à la souveraineté nationale. Pour immortaliser cet événement historique, le défilé militaire au son de la fanfare de l'armée nationale a arraché des applaudissements nourris du public venu nombreux. Mistangar Victor, chose vue et entendue. Le 11 août 1960, le drapeau du Tchad a été hissé et le peuple en liesse. C'est le jour de l'indépendance. Une date gravée dans la mémoire collective des Tchadiens. Ce jour-là, le pays accédait à la souveraineté internationale, tournant ainsi une page de l'histoire douloureuse pour en écrire une autre, celle d'un État libre et indépendant. 65 ans plus tard, les couleurs nationales flottent encore avec fierté, rappelant les sacrifices consentis pour cette liberté. Ce matin, à la
place de la Nation, cœur symbolique de la République, s'est paré de ses plus beaux atours pour accueillir le défilé militaire. Le tricolore flotte au vent, la tribune présidentielle prête à accueillir les invités. Aux premières lueurs du jour, la capitale a pris un air solennel, rythmé par le déploiement d'un impressionnant arsenal militaire et la mise en place des différentes unités prêtes pour le grand défilé commémoratif. À 10 heures, le chef de l'État, dans sa tenue de maréchalat, balaie des regards les soldats, gendarmes, policiers, pompiers, tous alliés impeccablement pour donner le ton au défilé. Comme le veut la tradition, le défilé militaire ouvre la cérémonie. Les différents détachements des forces de défense et de sécurité ont défilé dans une synchronisation parfaite avec une stricte discipline pour apporter une touche à cette journée d'accession à la souveraineté nationale. Un moment marquant encore est le passage des troupes spéciales. Leur allure, leur équipement moderne et leur silence impressionnant ont captivé l'assistance. Parmi ces invités, les anciens combattants ont été ovationnés. Leur courage et leur loyauté continuent d'inspirer les nouvelles générations. Un impressionnant dispositif militaire a été déployé pour l'occasion. Véhicules blindés, chars de combat, unités motorisées, artillerie et moyens aériens. Tout un arsenal présenté au public, symbole de la capacité du Tchad à défendre ses frontières et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le ciel de N'Djamena s'est lui aussi invité à la fête. Les hélicoptères de combat et avions militaires ont survolé la place de la Nation, offrant un spectacle aérien salué par les applaudissements nourris de la foule. Sous un soleil éclatant, les milliers de citoyens ont assisté à la cérémonie. Pour eux, ce 65e anniversaire n'est pas seulement une fête, mais un rappel de l'histoire et une promesse pour l'avenir. 65 ans après l'indépendance, le Tchad continue d'écrire son histoire. Entre défis à relever et espoir à nourrir, cette journée du 11 août 2025 restera gravée comme une nouvelle page du livre de la Nation. À l'issue de cette fête, notre reporter Mistangar Victor a tendu son micro à quelques autorités. Voici leur impression. 65 ans, c'est un État aujourd'hui mûr, qui a accédé à sa souveraineté à 65 ans et qui réaffirme cette souveraineté à travers la voix du maréchal Mohamed Idriss Déby récemment. Tous les Tchadiens doivent prendre conscience de la souveraineté nationale et se dévouer maintenant à servir l'intérêt général et être conscient que nous avons un seul pays, un seul État qui est le Tchad. Une date marqua aussi la maturité du peuple tchadien. Vous savez, 65 ans, ce n'est pas une année, ce n'est pas 2 ans. Et pendant ces 65 ans, le Tchad a connu des hauts et des bas, des difficultés et des joies, des moments de désespoir et d'espoir, des moments de difficulté aussi, mais aussi de joie. Et nous entamons, au nom de cette 5e République, une nouvelle étape qui est celle de la maturité, qui est celle de l'unité dans notre unicité. Avant l'indépendance, même quand on était petit, on s'en rendait compte, on n'imaginait pas qu'un noir pouvait être président ou médecin. D'ailleurs, quand on est à l'hôpital, pour dire voir l'infirmier, on dit docteur Azarak. Et médecin, on dit docteur Abiat. Et donc, vraiment, on a vu naître, à partir de pratiquement néant, un pays sous nos yeux, avec des commandants qui remplaçaient les commandants français, etc. Donc, ces souvenirs-là, pour ceux qui l'ont vécu, est très très marquant. À cette occasion, donc, il s'est annoncé le 65e anniversaire de l'indépendance à toute la communauté tchadienne, à toute la famille tchadienne, à tout le Tchad, que d'abord la paix règne. Avec ce que nous venons de voir ce matin, le développement, la logistique qu'a mis son Excellence le maréchal Mohamed Idriss Déby, ça fait la fierté de tout le Tchad, et même de l'extérieur même. Raison pour laquelle donc je m'en félicite et je vous en félicite. J'ai toujours assisté et j'ai observé que chaque année, il y a quelques changements. Cette année, c'est la cérémonie est assez particulière, avec assez de défilés, surtout des engins de guerre. Et souvent, quand je vois ça, je dis, mais alors le Tchad a fait beaucoup d'efforts dans le domaine militaire, mais si c'était équilibré, cela allait vraiment être au grand bénéfice même de la société, avec l'équilibre social, économique
Et ça allait être très bien. J'ai revu un peu mon enfance. J'avais 8 ans. Alors donc aujourd'hui, ça fait quand même un bail et on voit que les choses évoluent dans un sens ou dans un autre. Mais la différence, c'est que c'est devenu simplement une prise d'armes alors qu'on aurait pu vraiment faire une fête populaire. C'est ça que je regrette un peu. C'est une fête que tout le monde devrait sentir, mais là on a fait vraiment une fête militaire, populaire, enfin. Voilà, donc c'est pour cela que je dis, j'encourage vivement à ce qu'on retrouve ce sens de populaire de la fête du 11 août. Le 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Tchad a été également célébré à Mondou, chef-lieu de la province du Logone occidental. Le film de cette célébration avec notre correspondant à Mondou, Golmem Ali Emmanuel. Cette célébration s'est déroulée en harmonie avec les festivités organisées dans les autres villes du pays. Elle a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental d'Ago Yacoub, entouré de ses collaborateurs, notamment les responsables civils et militaires. 3 temps forts ont marqué cette cérémonie. Il s'agit du passage en revue des troupes suivi du dépôt des gerbes de fleurs sous le monument des martyrs, symbolisant la gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, puis le défilé militaire qui a été un moment fort de cette journée, illustrant le courage et l'engagement des forces de défense et de sécurité. Les citoyens rencontrés disent constater avec enthousiasme les progrès réalisés au fil des années, mais reconnaissent également qu'il reste encore des défis à relever pour assurer un avenir meilleur pour tous. C'est vrai qu'au lendemain des indépendances, nous avons rencontré des problèmes, mais les Tchadiens sont forts, ils ont dominé toutes les souffrances. Et aujourd'hui, le pays avance. Il faudrait que les Tchadiens soient conscients de l'avenir de leur pays et travaillent de manière à ce que nous puissions atteindre aussi le niveau des autres États. Voilà, 65 ans, nous sommes indépendants. Il faut que nous aurons aussi compris que 65 ans-là ne sont pas des années passées comme ça. Il faut que nous allons vraiment mettre en œuvre pour que les 1 284 km² soient fiers de ces populations qui vivaient là, qui vont être solidaires, unis, tournés vers l'avenir. Livrant ses impressions à la presse, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental a souligné qu'il est primordial, en ce jour mémorable, de rappeler l'importance de l'unité entre tous les fils et filles du Tchad. L'événement récent du départ des troupes françaises et des troupes étrangères du Tchad, c'est déjà un signe fort de souveraineté. C'est vrai, 65. On est très content de l'engouement parce que vous avez vu, les gens sont sortis nombreux, surtout les jeunes. Ça veut dire qu'ils s'intéressent à l'événement et à la proclamation de l'indépendance du Tchad. Après la cérémonie de prise d'armes à la place de l'indépendance, un cocktail a été offert par le secrétaire général de la province, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjili à la résidence. Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest, n'est pas du reste. Cette ville a abrité la cérémonie commémorant le 65e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs autorités de la place. Plus de détails avec notre correspondant Barnabas Dieudonné. À Pala, une ambiance festive règne en ce 11 août, jour de l'indépendance. Les drapeaux flottent au vent. La population est venue en masse célébrer cet événement historique. Dès le matin, la ville s'est réveillée sous les sons de fanfare. Le parade civique, moment fort de célébration, a rassemblé des centaines de participants, danseurs et membres des forces de sécurité. Les autorités locales, menées par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Abdelmanam Kadab, ont rendu hommage aux héros de l'indépendance. Dans son discours, Abdelmanam Kadab a appelé à l'unité nationale et au développement de la province. À tous les investisseurs nationaux et internationaux, aux partenaires techniques et financiers, aux organisations du développement des provinces de Mayo-Kébi-Ouest, nous tend le bras. Nos portes sont grandement ouvertes à tous ceux qui partagent notre vision d'un développement durable. Le chef de l'État nous a montré la voie
Il nous appartient maintenant à parcourir avec détermination et intelligence chaque projet réalisé, chaque emploi créé, chaque famille sortie de la pauvreté constituera une pierre de plus dans l'édifice du Tchad. Par les défilés, les militaires rythment la journée. L'accession du Tchad à l'indépendance marque la fin d'une période coloniale française. Cette indépendance est le résultat d'un long processus. Notre reporter Hala Nathalie Krimba nous retrace les faits historiques à travers les aspects socio-économiques et culturels. 11 août 1960, 11 août 2025. Cela fait exactement 25 ans, jour pour jour, que le pays a accédé à l'indépendance. Avant cette autonomie interne, le Tchad était une colonie française intégrée dans l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Le mouvement pour l'émancipation a commencé dans les années 1940 avec des leaders comme Gabriel Lisset et François Tombalbaye qui ont plaidé pour des droits politiques et sociaux. Ces leaders ont formé les partis politiques tels que le Parti progressiste tchadien, section locale du Rassemblement démocratique africain, le PPT-RDA, qui a mobilisé les populations contre la domination coloniale. Au cours des années 1950, les mouvements nationalistes se sont intensifiés. Les Tchadiens réclamaient non seulement l'autonomie, mais aussi la fin de la domination coloniale. En 1958, le référendum sur la communauté française a été un tournant. Le Tchad a voté pour rejoindre la nouvelle entité, mais cela n'a pas satisfait les aspirations pour l'indépendance totale. Le 11 août 1960, après les négociations et les pressions croissantes, le Tchad a officiellement obtenu son indépendance. François Tombalbaye est devenu le premier président du pays, mais cette victoire politique a été suivie par des défis internes majeurs, notamment des conflits ethniques, le plus récent, celui de Mandakao, qui a fait des milliers de victimes, ainsi que dans le nord du pays, et des coups d'État qui ont marqué les décennies suivantes. L'économie tchadienne, au moment de l'indépendance, reposait principalement sur l'élevage et l'agriculture. Après l'indépendance, le gouvernement tchadien a tenté de diversifier l'économie. Cependant, le manque d'infrastructures et les conflits éleveurs-agriculteurs récurrents dans le pays ont freiné ces efforts. Dans les années 2000, grâce à l'exploitation du pétrole dans le sud du pays, que l'économie tchadienne a connu un tournant significatif. Le secteur pétrolier a attiré des investissements étrangers et a offert de nouvelles opportunités économiques, mais la question sur la gestion des revenus et leur impact sur le développement social reste un autre problème. Sur le plan social, l'indépendance a suscité un immense espoir pour de nombreux Tchadiens. Les inspirations à une meilleure éducation, à des soins de santé de qualité accessibles et à une amélioration générale des conditions de vie ont été au cœur des attentes des populations. Cependant, la réalité a souvent été décevante. Le Tchad a dû faire face à des défis majeurs en matière de santé publique et d'éducation. Les investissements dans ce secteur ont été insuffisants pendant longtemps. Le taux d'analphabétisation est resté bas. Le sport est devenu un vecteur important d'unité et de cohésion au Tchad. Après l'indépendance, le football a rapidement gagné en popularité et est devenu un symbole d'identité nationale. Cependant, ce secteur est victime des favoritismes, rendant ainsi le sport tchadien au bas de l'échelle. Au fil des décennies, le gouvernement tchadien a reconnu l'importance de l'économie pour le développement national. Des efforts ont été consentis pour construire des écoles et former des enseignants. Cependant, le défi persiste. Le manque d'infrastructures adéquates, le manque de matériel didactique et les inégalités d'accès entre les zones urbaines et rurales demeurent problématiques. Le Tchad a également cherché à promouvoir l'enseignement supérieur en établissant des universités et des institutions techniques. Cela a permis à une nouvelle génération de jeunes Tchadiens d'acquérir des compétences nécessaires pour contribuer au développement du pays. L'indépendance du Tchad est le résultat d'un long combat pour la liberté et l'autodétermination. Bien que le pays ait obtenu son indépendance en 1960, les défis politiques, socio-économiques qui en ont découlé continuent d'affecter le Tchad d'aujourd'hui. L'histoire de cette lutte pour l'indépendance reste un élément central de l'identité nationale tchadienne et continue d'influencer les inspirations du peuple tchadien pour un meilleur avenir.
Après 65 ans d'indépendance, les autorités qui se sont succédées à la tête de ce pays ont-ils mis des moyens pour valoriser notre culture? Quels changements ont-elles apporté et qu'est-ce qui reste à faire? Le reportage est Yaki Lydia avec le récit de Frida Ketem Halo. Le Tchad, qui est le berceau de l'humanité depuis son ascension à l'indépendance en 1960, a connu des changements sur tous les plans, dont le domaine de la culture en fait partie. Autrefois, la culture variait d'une communauté à une autre et se faisait avec des rites traditionnels. Mais à l'ère de la modernisation et de la globalisation, les cours des choses ont radicalement changé, que ce soit dans le domaine de la mode, du style, de la musique. Le Tchad s'est métamorphosé sur divers domaines. On a adopté le rythme rumba. Parce que nos anciens musiciens étaient envoyés au Zaïre, la RDC maintenant, pour apprendre à aimer la musique, à faire épanouir la musique tchadienne. Mais le rythme rumba les a colonisés au fait. Mais avec le temps, les Tchadiens ont compris qu'il faut maintenant aller aux sources. Voilà, c'est pourquoi maintenant nous trouvons des rythmes comme le saï, le gourna, le rythme bazaga, comme ce que Afrotonix valorise maintenant. Nous avons aussi du côté de la Tangéré ce qui valorise par exemple le rythme des Gabri, une très belle danse. Sur le plan musical, nous trouvons que les choses ont évolué d'une manière vraiment positive. Et nous voyons aussi l'entrée des femmes dans la musique. Face à ces divers changements, la culture tchadienne se confronte à d'énormes difficultés qui nécessitent l'intervention du gouvernement pour soutenir les hommes de la culture. Nous voyons vraiment que dans le domaine culturel, le Tchad a grandi. Mais les difficultés sont là. Les difficultés sont là parce que les inspirations sont à flot, partout. Mais il faut qu'on nous accompagne avec des moyens, avec des financements. On a des positivités à travers lesquelles nous pouvons exposer le Tchad. Mais il faut qu'on nous accompagne, que l'État accompagne les artistes. Il faut que les sociétés de ce pays, nous avons des banques, nous avons des ambassades, nous avons des particuliers qui ont de l'argent, mais qui ne veulent pas accompagner les artistes pour que l'art puisse grandir. Voilà nos difficultés nationalistes. La culture tchadienne, bien qu'elle soit riche en ressources humaines, elle manque de ressources financières pour son épanouissement. Après 65 ans d'indépendance, la culture tchadienne a tant évolué, mais beaucoup reste à refaire dans le domaine de la culture. Mesdames et messieurs, parlons sport. Après la proclamation de l'indépendance le 11 août, cela a également marqué un tournant décisif dans l'histoire du football tchadien. Les nouvelles autorités ont pris le problème à bras le corps en lieu et place des colons français. Elles ont mis un accent particulier sur la discipline sportive, précisément le football. C'est ainsi qu'elles vont retravailler les terrains de football et qu'elles vont construire aussi des stades omnisports pour abriter des grandes compétitions sous-régionales, régionales et continentales. Mbaye Dixem Sadok pour plus de détails. Au lendemain de l'indépendance, le nouveau gouvernement a décidé de construire ses propres infrastructures sportives, notamment des stades et des terrains, même si cela a été lent et inégal. Il faut rappeler qu'il a mis en place des fédérations sportives nationales pour organiser et promouvoir la pratique de divers sports, ainsi que les participations du pays aux compétitions internationales. Il a participé aux Jeux africains et les compétitions sportives. L'indépendance a permis de mettre en avant le sport tchadien, de valoriser les talents locaux et de promouvoir l'identité nationale à travers le sport. Le football est resté et restera le sport roi au Tchad et de nombreux joueurs tchadiens ont évolué dans les clubs européens, notamment en France. Parlons de défis et contraintes. Le Tchad a rencontré des difficultés dans le développement de son sport, notamment en raison de problèmes économiques, politiques et sociaux qui ont affecté les infrastructures dans la formation. Exemple concret, Namatingé Tokom, cet ancien footballeur tchadien a évolué au club Paris Saint-Germain. Un exemple de réussite des joueurs tchadiens à l'étranger. La fédération
Fédération tchadienne de football association. Elle est l'organe dirigeant du football au Tchad, chargé d'organiser les compétitions et de gérer la sélection nationale. En résumé, l'indépendance a été un moment clé pour le sport tchadien, permettant la création de l'équipe nationale, les SAO. Cependant, des défis importants persistent, notamment en termes de développement des infrastructures et des structurations du sport à tous les niveaux. Parlons religion avant de mettre terme à cette édition. L'église évangélique du Tchad, bureau exécutif annexe de N'Djamena, a organisé un culte de levée de fonds pour la construction du siège de l'annexe numéro 1 de N'Djamena. C'est le président de l'annexe de N'Djamena qui a présidé la cérémonie, le pasteur Mbayoji Jafé. C'était hier à l'église numéro 1 de N'Djamena, en présence des autorités administratives, ecclésiastiques et d'autres communautés. Le reportage de Mbaye Nadi Nicolas. C'est dans une ambiance de bon enfant que les fidèles de l'église évangélique du Tchad, annexe numéro 1 de N'Djamena, ont célébré ce culte de levée de fonds pour la construction du bureau de l'annexe de N'Djamena. Les différentes chorales et groupes constituants ont adressé à Dieu des chants de louange et actions de grâce pour mobiliser la communauté de l'EUT annexe de N'Djamena à s'engager et contribuer au projet de construction du bureau de l'annexe de N'Djamena. Le président de l'annexe de N'Djamena, le pasteur Mbayoji Jafé, dans son allocution, lance un appel aux fidèles de l'église évangélique de répondre à l'appel de Dieu qui concrétise peu à peu l'investissement de leur foi pour la construction du bureau de l'annexe. Depuis le 26 février 2022, nous sommes engagés dans un projet de construction qui transformera notre capacité à servir Dieu et notre communauté. Ce bâtiment qui abritera à la fois des bureaux, un centre d'accueil et un espace de formation est bien plus qu'un simple projet mobilier. La coordination du développement de la dite annexe prévoit la construction des bâtiments R+1+, terrasses accessibles à un usage de bureau au sol et de dortoir à l'étage. Il est conçu sur une superficie de 375 mètres carrés. Le coût architectural du projet est estimé à environ 200 millions francs CFA dans un délai d'exécution des travaux prévu pour 10 mois. Le pasteur Dr Aslongano Filon, dans son message de circonstance, exhorte les fidèles dans de l'acte de Jésus en produisant des miracles de l'esprit d'équipe. Il encourage les fidèles à donner avec joie et charisme pour l'éternité et récolte des bénédictions abondantes. Les responsables de l'église évangélique lancent un appel aux frères et sœurs à être des baptiseurs, des visionnaires et des semeurs de bonnes œuvres pour l'achèvement de ce bâtiment et en faire un lieu de bénédiction. Je le disais, nous recevons comme invité du journal M. Baïdessou Soukolgué. Baïdessou, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Alors, très heureux de vous avoir sur ce plateau pour échanger avec vous. Je le disais, nous sommes aujourd'hui 11 août 1960, c'est l'accession du Tchad à la souveraineté nationale. Qu'est-ce que cette date représente pour vous, personnellement et politiquement ? À l'analyse, il est difficile de trouver un mot qui qualifie ce qui pourrait être mon ressenti par rapport à cette date. Au sens formel, le pays a accédé le 11 août 1960 à la souveraineté internationale, signifiant qu'il avait désormais entre ses mains sa destinée, qu'il pouvait mettre en place les politiques, définir les mesures économiques, et mettre en place également des mesures de construction d'une communauté nationale. Mais les faits sont têtus et nous indiquent que le chemin est encore long à faire. Plus de la moitié de la population, à nos jours encore,
vit sous le seuil de la pauvreté. Il y a même le tiers de la population qui vit dans une sorte d'extrême pauvreté. Nous avons sur le terrain de l'accès à l'eau potable, sur l'ensemble du territoire national, nous sommes encore à moins de 15, ça tourne autour de 10 en réalité. Idem pour l'électricité. Et sur l'électricité, je voudrais même peut-être faire cas de quelque chose qui me taraude l'esprit. Le président de la République, je suis convaincu qu'à chaque fois qu'il se coiffe le matin, qu'il rase sa barbe le matin, doit bien prier Dieu pour qu'il n'y ait pas coupure d'électricité et doit bien rire dans son fort intérieur parce que rien que en 2021, depuis 2021, plusieurs engagements ont été pris qui ne sont pas tenus et nous avons malheureusement un taux de mortalité des femmes en couche très élevé, l'un des très élevés, des plus élevés dans le monde. Et nous avons aussi l'accès à l'éducation qui demeure un luxe pour la plupart des populations tchadiennes. Dans ce contexte, je ne sais pas s'il y a lieu ici de se satisfaire ou de trouver un seul sujet de fierté de cette indépendance qui demeure encore factice. Vous faites bien de le rappeler, les faits sont têtus. Pourriez-vous nous rafraîchir un peu la mémoire, parlant des étapes clés de la lutte pour l'indépendance et quels sont les enseignements à tirer aujourd'hui? Le Tchad, contrairement à d'autres pays africains, notamment à l'Algérie et le Maroc, pour ne citer que, en fait, le Cameroun, pour ne citer que ces deux pays, est passé par un processus normal d'indépendance. En réalité, l'indépendance que nous avons eue le 11 août 1960 est le fait de la puissance colonisatrice. Le Tchad n'a pas véritablement mené une lutte pour réclamer son indépendance. Les étapes, oui, dès 1956, nous sommes passés par une étape d'une certaine autonomie administrative, somme toute relative, et après, évidemment, le référendum de septembre 1958 pour décider si nous devrions ou non rester dans la communauté française ou devenir indépendants. Nous avons voté massivement pour rester dans la communauté française et en 1958, en novembre exactement, nous avons été érigés, si je peux permettre le terme, en république pour finalement obtenir l'indépendance le 11 août. Il faudra tout de même souligner le rôle décisif joué par le PPT, RDA, le parti de Gabriel Lisette d'abord et ensuite du président Tombolbaï, qui a manœuvré en sciant justement un accord avec le premier ministre français Michel Debré pour définir le cadre de l'indépendance. Une indépendance qui, dès les premières heures, était déjà mal partie parce que l'électricité a été coupée et puis il a fallu recourir à une torche, comme si notre malédiction en réalité partait déjà de ce jour. Alors, pensez-vous que les objectifs que se sont fixés les pères de l'indépendance ont été atteints ou bien non? L'objectif primordial déjà pour ceux qui sont luttés pour que nos pays accèdent à la souveraineté internationale, c'était effectivement l'indépendance politique dans les faits qui a été obtenue. Mais en dehors de cette indépendance politique, en ce qui concerne le Tchad, malheureusement, les pères de l'indépendance n'ont pas travaillé à arrimer l'indépendance avec un autre socle commun qui pourrait rendre les Tchadiens fiers de ce pays. Dès le lendemain de l'indépendance, le pays a commencé à sombrer avec l'interdiction du multipartisme, donc un régime à parti unique très sévère, et les guerres que nous connaissons avec la révolte de Mangalmé qui a déclaré et enchaîné tout ce que le pays a vécu. Et donc, à vrai dire, il n'y a pas un seul sujet de fierté que nous pouvons rattacher au père de l'indépendance, si ce n'est que la lutte d'avoir fait accéder le pays à la souveraineté internationale. Alors que souhaiteriez-vous, M. Soukolgué, transmettre comme message à la jeune génération à propos de cette fête nationale? L'indépendance que nous avons eue le 11 août 1960 en réalité est un processus inachevé. Et ça veut dire que c'est un processus qui est encore en construction. Et c'est un appel ici que je lance aux jeunes, qu'ils ne s'attendent pas à un legs, puisqu'en fait de legs, nous n'en avons pas. Que les jeunes se lèvent pour construire leur indépendance. Et construire leur indépendance, c'est justement sortir des schémas dans lesquels les acteurs politiques qui sont succédés au pouvoir veulent nous enfermer. Cette logique du clanisme, cette logique de la corruption, cette logique justement de la patrimonialisation des ressources publiques. Que les jeunes sortent
de cela que les jeunes, justement, se battent pour s'émanciper, parce que je ne vois pas comment ces jeunes-là pourraient avoir un avenir radieux autre que par la lutte, mais évidemment une lutte dans le cadre des textes de la République, une lutte dans le cadre de la loi. Et donc que les jeunes sortent du clanisme, qu'ils sortent des divisions politiques et qu'ils se disent que si les autres pays avancent, nous également nous pouvons avancer. Et les jeunes Tchadiens ont les compétences pour le faire. Quand vous vous promenez dans la ville de N'Djamena, quand vous vous promenez à l'intérieur du pays, vous voyez des jeunes qui ne baissent pas les bras. Ils attendent simplement que les acteurs politiques enfin décident de réfléchir à cette jeunesse-là et de mettre en place les infrastructures nécessaires. Alors, M. Sokolgue, aujourd'hui, quel est le grand défi politique que nous devons relever pour permettre aux Tchadiens de se réconcilier dans le vrai sens du terme, je veux dire? Le défi politique, si je dois le nommer, c'est la corruption. Et d'ailleurs, le terme est sorti ce matin dans le discours du président de la République. La corruption. Depuis hier. D'ailleurs, il le fait, et pas seulement depuis hier, depuis toujours, il ne fait que le répéter, la corruption. Pourquoi? Parce que justement, la corruption crée cette injustice que nous vivons au jour le jour. La corruption fait en sorte que, tout doucement, le pays est en train de glisser dans les abîmes. Aujourd'hui, des pans entiers des secteurs vitaux du pays sont entre les mains de personnes influentes et si rien n'est fait, sans une réelle volonté politique, on pourrait tomber dans une sorte de cartel. En dehors de la corruption, il faudra justement entamer ce chantier de l'administration ou de la gouvernance publique. Notre gouvernance publique, malheureusement, elle est malade. Le président de la République a beau faire des discours tous les jours, mais lorsqu'il prend les décrets de nomination, malheureusement, ce sont des décrets que je pourrais qualifier de communautaires et de clanique à la limite. Et justement, ce sont des messages qui ne corroborent pas, ce sont des actes qui ne corroborent pas les messages qu'il ne fait que répéter à longueur de journée. Et évidemment, la démilitarisation de l'administration publique. On ne peut pas avoir une administration performante avec des gens dont il n'est pas dans les missions de gérer les affaires publiques. Aujourd'hui, des préfets aux gouverneurs, et on va peut-être bientôt aller au sous-préfet parce qu'il n'y a plus de postes disponibles par l'ensemble de nos généraux. L'administration est militarisée. Nous formons des jeunes qui sortent chaque année de nos écoles, même de formation professionnelle, l'ENA et les autres écoles, mais qui ne sont jamais nommés. Et je faisais le pari la dernière fois, le président ayant choisi de présider la sortie de la dernière promotion de l'École nationale d'administration, qu'il allait peut-être avoir un déclic et commencer à nommer à la tête de nos unités administratives les personnes dont il est dans les missions de diriger l'administration publique. Voilà entre autres les défis auxquels ce président et le gouvernement sont confrontés. Il existe des tensions et une crise. Alors, est-ce qu'on peut parler encore du dialogue pour permettre la résolution des tensions aujourd'hui? Le dialogue dans un contexte politique est un ingrédient très important parce qu'il permet de surpasser les tensions, il permet de dissiper les malentendus. Mais un dialogue ne peut être optimal que s'il est conduit dans un cadre défini et avec des acteurs qui portent avant tout l'intérêt général. Si vous posez la question par rapport au débat de ces derniers jours, la force des accords politiques qu'il y a eu par exemple entre le président de la République et le leader des transformateurs, je voudrais dire ici qu'un accord politique qui n'est pas endossé par une loi reste juste un gentleman agreement sans force probante, sinon celle que veut lui conférer la partie dominante. Et justement, le Tchad a raté le coche à plusieurs fois. Nous avons eu des dialogues qui ont débouché sur des accords, mais ces accords n'ont pas toujours été traduits dans des lois spécifiques à même de justement mettre terme à la situation que nous vivons. Je voudrais parler aussi, aborder ce sujet. Le schéma adopté par le leader du parti Les Transformateurs, Succès Masra, pour la lutte collégiale, selon vous, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, c'est un coup du chapeau du président ou de l'ancien Premier ministre Succès Masra. Pour moi, cette mesure collégiale mise en place alors que le gouvernement ou la justice confirmait sa condamnation de 20 ans, traduit trois choses.
Tout d'abord, c'est peut-être un aveu des tensions internes au parti, des tensions qui sont apparues depuis quelques mois déjà, et nous avons vu que depuis que le président des transformateurs est en prison, une partie de l'exécutif de son parti politique a déserté les rangs du parti. Mais c'est aussi peut-être une façon d'assouplir le discours et le positionnement politique des transformateurs. Les vice-présidents que nous connaissons sont presque tous des va-t-en-guerre pour la plupart des analystes de la scène politique tchadienne. Il fallait sortir du lot Bidoumra Kourdié, M. Bidoumra Kourdié, un homme au tempérament plus apaisé, plus calme, et peut-être qui pourrait donner des signaux afin de calmer les tensions et donc de repartir sur de nouvelles bases. Mais cette désignation aussi d'une équipe collégiale pour diriger le parti traduit pour moi la mainmise du succès Masra sur son parti. Parce qu'un parti structuré qui a des vice-présidents qui ont été mis en place par peut-être des réunions ou des organes statutaires du parti, qu'une décision comme celle-là soit prise par le président seul, peut-être que ça annonce une restructuration plus profonde des transformateurs. Beaucoup évoquent le fait qu'il soit peut-être parent avec Bidoumra Kourdié au lieu de confier le parti à ses proches collaborateurs. Qu'est-ce que cela dit, vous en tant que politologue? Dites-nous un peu. L'exécutif des transformateurs, nous le savons, le président, les trois vice-présidents sont tous de la partie méridionale du pays et donc tous des gens qui ont appris à travailler ensemble depuis plusieurs années déjà. Je ne pense pas personnellement que le facteur clanique soit le facteur déterminant dans la désignation ou la nomination de M. Bidoumra Kourdié pour diriger la collégialité à la tête des transformateurs. Comme je le disais tantôt, M. Bidoumra Kourdié, c'est un homme posé. C'est un homme d'expérience, contrairement aux trois vice-présidents du Parti des Transformateurs. Et d'ailleurs, certaines des erreurs politiques que les transformateurs ont pu commettre jusque-là peuvent être mises à l'actif de leur inexpérience politique. Et quelqu'un de la carrure de Bidoumra Kourdié pourrait aider justement à rassembler les militants, à donner des signaux d'ouverture, mais aussi à maintenir le cap pour que le parti ne explose pas. Peut-être une dernière question, si vous le permettez. Lors de la comparution, le président du parti Les Transformateurs, Masra Succès, a évoqué avoir signé un accord Toumaï qui lui garantissait la primature pour 10 ans. En évoquant cet accord-là, est-ce qu'il ne met pas en difficulté ses avocats et ses partisans? Et si c'est oui, pourquoi il a démissionné de la primature? Oui, c'est vrai. C'était assez surprenant qu'à l'occasion du procès, on nous sorte cet accord à Toumaï, mais qui en réalité était déjà en circulation depuis quelques mois déjà. Le fait surprenant dans cet accord, c'est ce partage du pouvoir et du gâteau qui en résulte en réalité. Que le président Mohamed Kaka conserve le pouvoir pendant 10 ans, que lui-même reste Premier ministre pendant 10 ans, ça revient à ce que je disais tantôt. Lorsque vous mettez en place un accord politique qui n'est pas orienté sur l'intérêt général, mais sur des considérations particulières et personnelles, évidemment cet accord est susceptible de changement. Les circonstances changent, le temps fait son œuvre. Et aujourd'hui, le président Masra, en reconnaissant la victoire et la légitimité du président Mohamed Kaka lors de sa sortie de mai 2000, il y a quelques mois, à la veille du congrès du MPS, il a rendu la dernière cartouche qui lui restait. Et à partir de ce moment-là, il devenait vulnérable et nous avons vu la suite. Mais justement, par rapport à ce procès, je me dois également de dire un mot. Nous l'avons vu, du début à la fin, les qualifications ont sans cesse été revues, comme si la justice cherchait par tous les moyens à avoir le meilleur angle d'attaque qui pouvait permettre d'aboutir à une condamnation infamante. Condamnation infamante, c'est une condamnation qui rendrait le président Succès Masra inéligible aux prochaines élections. Tout à fait. Heureusement, qu'il y a encore un voie de recours qui est permis. Ces avocats ont saisi la Cour suprême. On attend de voir la suite. Mais la requalification en continu des charges
pour moi, pose problème. Et l'autre chose qui pose également problème, c'est l'activisme du ministre porte-parole du gouvernement. Il n'a pas à faire ce genre de déclaration. Il avait déjà reconnu lui-même que c'était un procès politique. C'était allé trop vite. Voilà. Il l'avait reconnu lui-même. Et évidemment, en prenant la parole à tout va pour justifier une décision de justice, il semble se tromper, sortir de route. On attendrait de lui aujourd'hui qu'il nous dise exactement quelles sont les réalisations du gouvernement. Qu'est-ce que le président de la République a fait de son programme politique, des 100 actions et des 12 chantiers, mais pas se retrouver à justifier des décisions de justice dont il avait lui-même déjà reconnu le caractère politique. Monsieur Baïdessou, en 2 minutes, et si on devait scruter l'avenir des relations Kaka et Masra, quel pronostic? L'avenir dure longtemps, disait Althusser, Louis Althusser. On n'insulte pas l'avenir, a surenchéri le général de Gaulle. Je ne suis pas un devin. Tout peut aller trop vite en politique, mais au point où nous sommes arrivés, je crois qu'il y a une fracture qui est née entre Masra et Mohamed Kaka, le président de la République. Nous avions cru en cet attelage-là, mis en place après l'accord de Kinshasa, parce que les deux avaient pratiquement le même âge, parce que les deux pouvaient, avec une certaine volonté politique, remettre le pays sur les rails, mais nous l'avons également vu que les forces obscures sont ressorties de leur cachette, et aujourd'hui, pour moi, la fracture est là, même si le président Succès Masra, le président des transformateurs Succès Masra, venait à remporter le procès puisqu'il a fait appel. C'est pas évident que les deux puissent repartir le compagnonnage. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour ce regard clair et engagé. C'est un plaisir pour moi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition plus longue que d'habitude, mais actualité oblige. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Dans la أهلا بكم مشاهدونا الأفاضل في هذا العرض الإخباري لأمسية الاثنين 11 من أغسطس لعام 2025. شهدت صباح اليوم ساحة الأمة التشادية احتفالية الذكرى 65 من استقلال جمهورية تشاد الذي يحتفل به في 11 من أغسطس من كل عام، وذلك بحضور أعضاء الحكومة وممثلي الشعب ورؤساء البعثات الدبلوماسية وعدد من المدعوين. المزيد في سياق هذا التقرير.
وسط أجواء يقبرها الفرح والسعادة، احتفلت صباح اليوم الأمة التشادية بذكرى 65 لعيد الاستقلال المجيد، والتي تحققت في 11 من أغسطس عام 1960. هذا اليوم يمثل رمزا للحرية والسيادة الوطنية، ويعكس تضحيات الشعب التشادي في سبيل نيل حريته واستقلاله بالكامل، حيث جمعت هذه المناسبة التاريخية الشعب التشادي بمختلف أطيافه للاحتفال بهويته الوطنية المشتركة وتجديد العهد بالدفاع عن الوطن والحفاظ عن وحدته. وصل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له إلى ساحة الأمة الساعة 10 صباحا، وبعد تفقده لصفوف الوحدات العسكرية قام المشير بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وذلك تخليدا لذكرى الأبطال الذين قضوا نحبهم من أجل تحرير البلاد. ويمثل عيد الاستقلال تتويجا لنضال الشعب التشادي ضد الاستعمار الفرنسي، حيث تمكن من استعادة سيادته على أراضيه وموارده. هذا وشهد الحفل عروض مختلفة للوحدات العسكرية والأمنية، بدءا بالجيش الوطني والشرطة الوطنية والدرك ورجال البلدية، كما تم عرض قوات الأسلحة النارية الثقيلة والخفيفة بما في ذلك الدبابات. ويعتبر تاريخ 11 من أغسطس عام 1960 سيظل محفورا لدى الذاكرة الجماعية للتشاديين، كما اختتم الحفل بالعرض الجوي. وفي سياق متصل، فقد عبر بعض المواطنين عن انطباعاتهم بمناسبة هذه الذكرى المجيدة، فلنتابع. عيد استقلال مجيد، ويعني نحن اليوم نشعر بالاعتزاز والفخر بأن بلدنا قد حصلت على استقلالها لمدة 65 عام من الاستقلال. فنتمنى أن تكون هذا الاستقلال يكون استقلال فعلي. وصراحة يعني نحن الآن حسسنا بطعم الاستقلال، فنتمنى للبلاد أن تسير بخطى ثابتة ونحو غد أفضل، بحيث نعيش بأمن وأمان واستقرار ودائما في تقدم إن شاء الله. جميع الإخوة والأهل والأصدقاء، وهنئ زملائي في رئاسة الوزراء، وأيضا في مكتب دعم مكتب النساء للحركة الوطنية للإنقاذ والمكتب الكبير، وهنئ مارشال تشاد وكل الناس الذين ضحوا من أجل أن نوصل لهذه المرحلة الحالية اللي نحن موجودين فيها. الحمد لله خير إن شاء الله. من نفس السودان 2025 وأننا شباب أنا تشاد كلنا مرقنا بالكثرة، أننا نوصل ونفيدنا تشاد نودوا القدام ما نقبل ورا. أننا شباب ندور نودوا بلد قدام، رئيس الشباب وندور نودوا بلد قدام. الكلام الدقاق ده مش المشكلة، الدقاق ده نأفر نورا ندفنه وبلد يمشي قدام. شكرا لرئيسنا ولا بدا ما شاء الله رئيسة نسأل الله حاليا تقدر لكن عليه سبيل دريبة لسنة 65 الشفنا بينا ولا سيا مشكلة خاطر جاي، لكن نسأل الله خير عليه سؤال لي خير لنا لي شاطر نقول يبقى جيل لنا لي إنسان كله يعمل بتشيروك يأكل يرجع كلمة كله يأكل جيل. اختتم حزب الديمقراطيين مؤتمره الاستثنائي يوم السبت 9 من أغسطس تحت موضوع ما هي استراتيجيات البقاء في ظل التهديد. جمع الاجتماع ناشطين من مختلف مناطق البلاد. يهدف هذا المؤتمر إلى تحديث التوجهات وتعزيز الاستراتيجيات الموجهة السياسية والاجتماعية التي تواجه البلاد. تقرير حرة حسين يعقوب. على مدار يومين ركز المشاركون في المؤتمر على مواضيع أساسية لترسيخ حزبهم السياسي وتعزيز نفوذه، تضمن جدول الأعمال مراجعة النصوص الأساسية وإعادة هيكلة خطة العمل وتحليل التحديات الداخلية والخارجية من أجل إعادة تموضع الحزب بفعالية على الساحة السياسية الوطنية، انطلاقا من الرغبة في تنشيط الحزب والتحضير الجاد
للانتخابات المقبلة. اعتمد المشاركون سلسلة من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز التنظيم وهشد الناشطين. وفي ختام أعمال المؤتمر رسميا أشاد الرئيس الوطني لحزب الديمقراطيين البروفيسور أفوكسوما جونا بالتزام النشطاء وشعورهم بالمسؤولية، وأكد للأعداء أنهم سيقودون الحزب بولاء وكرامة متمسكين بالقيم الديمقراطية التي ترتكز عليها أيديولوجية الحزب. يعد هذا المؤتمر إلى جانب تابعه القانوني محطة استراتيجية بارزة لتأكيد طموح الحزب البقاء قوة سياسية والعمل على بناء جهة حرة وموحدة ومزدهرة. وقد أطلق نداء رسمي للعمل إذاعا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطيين. كانت المدارس الغربية أساس الديمقراطية في معظم الدول الأفريقية، وفي تشاد منذ فجر الاستقلال شهدت إصلاحات جوهرية. برزت هذه الإصلاحات بشكل واضح في الستينيات وسبعينيات القرن الماضي مع إدخال فئة من المعلمين تعرف باسم معلمي المجتمع أو معلمي المدارس الابتدائية. وقد أثرت هذه النماذج من إحياء المدارس التشادية. تقرير إحسان أحمد. مع دخول تشاد عصر الاستغلال لا يزال نظام التعليم أحد أهم اهتمامات السلطات التشادية، ولتحقيق هذه الغاية نفذت العديد من برامج الإصلاح بدءا من إعادة تسمية الوزراء المسؤولة عن التعليم مرورا بإنشاء تخصصات معينة ووصولا إلى إغلاق بعض المدارس الثانوية. أما في مجال التعليم العالي فقد أحرز تقدم ملحوظ، وسيسمح هذا لخريجي المدارس الثانوية التالية بالدراسة محليا بفضل إنشاء الجامعات والمعاهد الحكومية. وافتتحت جامعة تشاد أبوابها رسميا في عامي 1971 و 1972، حيث التحق بها 2000 طالب في السنة الأولى، وحقق قطاع التعليم العالي أداء ممتازا. هذا وتنعكس جودة التعليم الوطني والعالي في التزام جميع الجهات المعنية ووجود بنية تحتية تعليمية كافية. في المقابل يمكن أن تثقل هذه العيوب كاهل النظام التعليمي، فمع توسع الهياكل التعليمية يفسح التمييز المجال للضيوف ويبرر إنشاء نظام معلم المجتمع. سيظل معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية في تشاد منخفضا في عام 2023 عند حوالي 77.5%، ومع ذلك يبلغ معدل إتمام الدراسة للفتيات حوالي 38% مقارنة ب 49% للبنين في عام 2021. وقد أكد النتائج الأخيرة لامتحان البكالوريا في يونيو عام 2025 هذا الرقم. وعلى الرغم من التقدم المبرز لا تزال الفوارق بين الجنسين غير متكافئة. لضمان مستقبل أفضل واستعادة التعليم إلى سابق عهده لا بد من إجراء تحسينات على جميع المستويات. بمناسبة الذكرى 65 لاستقلال تشاد من المهم إلقاء نظرة على أنشطة وزارة الصحة العامة والوقاية في تشاد منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا. ستركز هذه النظرة على السياق التاريخي وأهم المحطات والنجاحات والتحديات والأولويات. تقرير عبد الله عمر محمد. يعود السياق التاريخي والسياسة الصحية إلى الحقبة الاستعمارية. ورث المستعمرون الفرنسيون الهياكل والخدمات بعد الاستقلال. في 11 من أغسطس عام 1960 انضم تشاد إلى منظمة الصحة العالمية للاستفادة من دعمها متعدد الجوانب. من عام 1960 إلى عام 1970 تم إنشاء جهاز وزاري مركزي ورثه الاستعمار، ومن هنا ضعفت التغطية الصحية باستثناء بعض المراكز الحضرية. بين عامي 1970 و 1990 شهدت تشاد حالة من عدم الاستقرار السياسي المزمن بسبب الهروب الأهلية، مما أدى إلى محدودية الموارد التي أبطأت بشدة الخدمات الصحية، بما في ذلك انقطاعات في المناطق الريفية واضطرابات في الجولات الصحية، مما أدى إلى تدهور الوضع الصحي بشكل دوري. وشهدت فترة التسعينات والعقد الأول من القرن 21
2020 بداية مبادرات الإصلاح والدعم من الشركاء منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية، أنشئت كلية طبية في الجمينة، وأنشئت مرافق تدريب شبه طبي في أواخر الثمانينات والتسعينات، مما أدى إلى الشروع في تعزيز الموارد البشرية. بالإضافة إلى ذلك، إلى عام 2015 عطت الوزارة الأولوية للتطعيم، ووضعت خطط وخرائط طريق وطنية للحد من وفيات الأمهات والرضع. ومع ذلك لا تزال المؤشرات منخفضة، ولا تزال التفاوتات الإقليمية خائبة. من عام 2016 إلى يومنا هذا حظيت إجراءات وزارة الصحة العامة والوقاية بدعم من شركاء التنمية مثل اليونيسيف والتحالف العالمي للقاحات والتحصين ومنظمة الصحة العالمية. وقد مكن هذا وزارة الصحة العامة من تنظيم حملات تطعيم لمرة واحدة ضد أمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال وغيرها، وتهدف هذه الحملات ذات الأهمية الحاسمة إلى مكافحة بعض الأمراض التي تواجه السكان التشاديين. وقد تم إدخال لقاحات جديدة ضد الملاريا وداء المكورات الرئوية وفيروس الروتا في وقت واحد. وفي أكتوبر لعام 2024 تم تنفيذ خطوة مهمة في استراتيجية التطعيم. وعلى الرغم من الابتكارات الكبيرة التي أجرتها وزارة الصحة العامة في تشاد، لا تزال هناك تحديات، وتشمل هذه التحديات عدم كفاية تمويل النظام الصحي والاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية والتفاوتات الإقليمية وضعف البنية التحتية ونقص الكوادر المؤهلة في المناطق الريفية. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الصحة مثل معدلات وفيات الأمهات والرضع وعدم استكمال تغطية التطعيم لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يعد تعاطي المخدرات بين الشباب ظاهرة مقلقة تواصل تفاقمها على الرغم من حملات الوقاية. يجذب القنب أو الكوكايين وحتى المخدرات غير المشروعة المزيد والمزيد من المراهقين الباحثين عن تجارب جديد. إذن ما هي أسباب هذا التعاطي وما عواقبه وما هي الإجراءات المتخذة؟ التقرير التالي يجيب لنا عن ذلك. يمثل تعاطي المخدرات بين الشباب في الجمينة مشكلة حقيقية، خصوصا مع ارتفاع معدلات انتشاره تصل إلى 82% بين الشباب. والممارسات الخطرة تغذي هذه الظاهرة عوامل اجتماعية كالبطالة والملل ونقص التعليم وانعدام الآفاق. ويعد تعاطي المخدرات بين الشباب ظاهرة مقلقة ذات عواقب متعددة على الصعيدين الفردي والاجتماعي. وفي الجميع تحديدا يتزايد تعاطي الترامادول الترامادول والقنب المعروفين أحيانا باسم بونغو، لا سيما في المدارس الحكومية. ويعد تعاطي المخدرات بين الشباب قضية معقدة. مع ذلك هناك جهود للتوعية، لكنها لا تزال غير كافية بالنظر إلى حجم المشكلة. وإن النهج المتكامل الوقاية المدرسية والتنظيم وتوفير الرعاية والتكامل البديل ضروري لحماية الشباب التالي ومع تدمير جيل كامل بهذه الآفة. فخلف كل تعاطي للمخدرات غالبا ما يكون هناك شعور بالقلق وسرقة استغاثة. أقيم سوق صغير غير رسمي في مقبرة تكرة الواقعة في الدائرة التاسعة من الجمينة. في كل مراسم دفن ينتقل التجار ومعظم النساء والأطفال بيع المنتجات الغذائية، وقد لفتت هذه الممارسة الانتباه. تقرير حرة حسين يعقوب. تحكم المقابر قواعد صارمة لا سيما فيما يتعلق بالتطوير والأنشطة المرخصة. ومع ذلك في مقبرة تكرة نشأ نشاط تجاري بالتزامن مع عملية الدفن، ويدير هذا النشاط بشكل رئيسي النساء والأطفال الذين يبيعون منتجات متنوعة، الكعك والعصير وغيرها من المواد الغذائية. بالنسبة للكثيرين يعد هذا النشاط مصدر رزق، ويشرحون الظروف التي تدفعهم للبيع في هذا المكان المميز للغاية، وهي بضعف الحصول على
على قواعد بسيطة. هذا ويدعم بعض الزبائن هؤلاء البائعين مشيدين بجهودهم في توفير لقمة العيش، ومع ذلك يتساءلون عما إذا كان وجود الأطفال في البيئة كهذه يمكن أن يكون مصدرا للصدمة النفسية. على الرغم من أن هذه الممارسة لا تزال هامشية إلا أنها تثير جدلا. يرى البعض أن البيع الطعام في مخابر يمثل عدم احترام للمتوفى. تثير هذه الظاهرة تساؤلات حول تنظيم الأماكن العامة وحماية الخاسرين في الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية. شكل استقلال تشاد الذي أعلن في 11 من أغسطس عام 1960 نقطة تحول في تاريخ البلاد بما في ذلك مجال الرياضة. فبينما شهد الاستعمار الفرنسي دخول رياضات مثل كرة القدم، سمح الاستقلال لتشاد بتطوير نظامها الرياضي الخاص بمؤسساته ومسابقاته الخاصة. على الرغم من الطريق كان محفوفا بالتحديات. عبد الله عمر محمد. بعد الاستقلال بدأ تشاد في بناء بنيتها التحتية الرياضية الخاصة بما في ذلك الملاعب. على الرغم من أن التطوير كان بطيئا وغير متكافئ، تطوير الاتحادات أنشئت اتحادات رياضية وطنية لتنظيم وتعزيز ممارسة مختلف الرياضات المشاركة في المسابقات الدولية، حيث بدأ تشاد بالمشاركة في المسابقات الرياضية والإقليمية والدولية بما في ذلك الألعاب الأفريقية ومسابقات كرة القدم. سمح الاستقلال الرياضة التشادية بكسب مكانة بارزة وإبراز المواهب المحلية وتعزيز الهوية الوطنية من خلال الرياضة. ظلت كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في تشاد، ولعب العديد من اللاعبين التشاديين في أندية مختلفة وخصوصا في فرنسا. وبالحديث عن التحديات والقيود، واجهت تشاد صعوبات في تطوير رياضتها لا سيما بسبب المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أثرت على البنية التحتية والتدريب. ويعد الاتحاد التشادي لكرة القدم الهيئة الإدارية لكرة القدم في تشاد، وهو المسؤول عن تنظيم المسابقات وإدارة المنتخب الوطني. وفيما يتعلق بالألعاب الأفريقية، تشارك تشاد بانتظام فيها على الرغم من أن النتائج غالبا ما تكون متباينة. وباختصار كان الاستقلال لحظة محورية للرياضة التشادية، حيث سمح بإنشاء نظام رياضي وطني والمشاركة في المسابقات الدولية وتعزيز الهوية الوطنية. ومع ذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة لا سيما فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية وهيكلة الرياضة على جميع المستويات. مشاهدونا الأفاضل، بهذا الخبر الرياضي وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمن فاتتهم يرجى زيارة صفحتنا عبر الفيسبوك. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.